Pendant plus de 3000 ans, un pan entier de l'histoire est resté enfoui sous le sable égyptien. Une histoire que nous commençons tout juste à reconstituer, c'est celle du Nouvel Empire. Cette période nous a laissé les plus grands trésors de l'Antiquité, un extraordinaire héritage de papyrus, de pierres et d'or. Derrière ces trésors se cache l'épopée d'un peuple qui a bel et bien existé. C'est l'époque où vécurent le puissant Ramsès, le jeune Toutankhamon, et l'une des femmes les plus belles et les plus puissantes de l'Antiquité, la reine Néfertiti. Ce savoir nous a été transmis par leurs propres paroles, mais aussi par celles de femmes et d'hommes ordinaires qui ont changé le cours de l'histoire. D'après des témoignages, des soldats s'attribuent l'origine de cet empire. Ils prétendent l'avoir forgé eux-mêmes sur les champs de bataille. Les pharaons racontent comment ils ont créé leur légende et sont devenus les souverains les plus riches du monde. Des artisans révèlent comment ils ont transformé l'immense richesse naturelle de l'Égypte en tombes, temples et autres trésors. Ils disent aussi pourquoi ils ont finalement été forcés de détruire ces mêmes tombes qu'ils avaient construites. Voici l'histoire de l'ascension et du déclin du plus grand empire égyptien. C'est 1000 ans après la construction des pyramides que s'est ouverte la plus glorieuse page de l'histoire de l'Égypte. Lors du Nouvel Empire, la créativité, les richesses et la puissance du pays ont en effet atteint leur apogée au point de faire bien des envieux parmi les civilisations qui lui ont succédé. Les Grecs, les Romains, Napoléon, tous cherchèrent l'inspiration auprès des femmes et des hommes qui ont construit le premier grand empire de l'histoire de l'humanité. Mais cet âge d'or a bien failli ne jamais avoir lieu. En 1560 avant Jésus-Christ, l'Égypte connut la première crise de son histoire. Le royaume des bâtisseurs de pyramides fut alors occupé et divisé. L'Égypte était sur le point de disparaître. Un roi étranger avait envahi le nord du pays et s'était proclamé pharaon. Son peuple, les Hyksos, occupait le riche delta du Nil. Au sud, les guerriers nubiens menaçaient les seules terres qui restaient encore aux Égyptiens. L'invasion des Hyksos a pris l'Égypte au dépourvu. C'était la première attaque que subissait le pays, la première fois que des étrangers s'installaient en Égypte, où ils sont restés 150 ans. Les temps s'annonçaient difficiles pour la dynastie royale d'Égypte et pour Thèbes, la capitale. Mais une famille de la région était bien déterminée à faire retrouver au pays sa gloire d'antan. Il s'agissait du roi de Thèbes et de ses deux fils, les princes Ahmosis et Khamosis, le cadet. Le sort de Thèbes et de l'Égypte entière reposait entre leurs mains. Ce fut une période très éprouvante pour la famille royale. Thèbes était prise entre deux grandes puissances au nord et au sud. Or, les Égyptiens ne formaient plus une grande puissance. Ahmosis et Khamosis étaient des princes de second ordre. L'Égypte telle qu'elle avait vécu pendant 1500 ans était soudain menacée de disparition.
Kamosis et Amosis nourrissaient une véritable haine à l'égard des Hyksos. Leur père avait payé de sa vie sa rébellion contre l'envahisseur. 3500 ans plus tard, sa dépouille porte encore la trace de la brutalité avec laquelle l'ennemi l'a traité. Son crâne ne s'est pas très bien conservé et il porte plusieurs entailles de haches. Ces blessures ont dû être infligées pendant la lutte contre les Hyksos, qui a certainement été très sanglante. Traditionnellement, les Égyptiens ont toujours considéré les étrangers comme des peuples primitifs et barbares. Le jeune Kamosis a dû ressentir l'assassinat de son père par les Hyksos comme une tragédie, mais aussi comme une humiliation. Dans l'esprit des Égyptiens, l'étranger est toujours un ennemi. Il est par essence inférieur aux Égyptiens, qui, eux, ont reçu le pouvoir divin. Ils sont décrits comme d'abominables adversaires, des rebuts de l'humanité. Les étrangers ne méritaient que d'être piétinés par les pharaons. Les Égyptiens sculptaient même des étrangers sur leurs repose-pieds afin de symboliser leur supériorité en les écrasant au sens propre. Nubiens, Libyens, Asiatiques, tous avaient la réputation d'être laids et sauvages. Aucun n'était digne d'être présent sur le sable égyptien. Pourtant, le nord du pays, à savoir la région des Pyramides, était désormais sous domination étrangère. C'est la pire chose qui pouvait leur arriver. Les pyramides étaient des sortes de mascottes pour Amosis et Kamosis. Elles leur rappelaient de tuer l'ennemi et de faire renaître la gloire du pays. C'est ainsi qu'ils ont pu trouver la force de s'unir pour combattre les Hyksos et les chasser d'Égypte. Le père de Kamosis était mort sur ces terres divisées. Le jeune prince était déterminé à vaincre les Hyksos. Ces paroles d'alors ont survécu gravées sur une stèle. Il a clairement affirmé son intention de détruire tous les ennemis qui occupaient le nord et le sud de l'Égypte. À quel pouvoir puis-je prétendre si je suis pris en tenaille entre un Asiatique et un Nubien? Chacun d'eux possède une partie de l'Égypte et se partage la terre avec moi. Mon objectif est de libérer l'Égypte et d'écraser les Asiatiques. Mais Kamosis ne pouvait pas lutter seul. Il lui fallait rassembler son peuple. Or, comme on l'apprend sur la stèle, la plupart des chefs n'étaient pas contre l'idée de vivre dans une Égypte divisée. Nous sommes satisfaits de ce partage de l'Égypte. Nos champs sont les plus fertiles, nous avons de quoi nourrir nos porcs et nos troupeaux n'ont jamais été saisis. Le règne des Hyksos n'aurait pas déplu à tout le monde. Beaucoup d'Égyptiens vivaient bien sous l'occupation. Qu'est-ce qui aurait alors pu les décider à rallier les forces de Kamosis? Les Hyksos donnèrent bientôt aux Égyptiens une bonne raison de s'alarmer. Sur une route déserte, à distance de Thèbes, des messagers Hyksos filaient vers le sud, chargés d'une mission secrète. Les messagers Hyksos transportaient une lettre, sûrement un rouleau de papyrus scellé avec de la boue. Ils avançaient à grande vitesse dans le désert. Les espions de Kamosis les interceptèrent. L'un des soldats de Kamosis captura un messager du roi Hyksos. La lettre qu'il portait était adressée à l'autre ennemi, le roi de Nubie. Il s'agissait d'une proposition d'alliance afin de conquérir le reste de l'Égypte. Avancez vers le nord sans inquiétude. Kamosis a fort à faire avec moi ici. Nous nous partagerons les villes d'Égypte pour le plus grand bien de la Nubie. Les Hyksos incitaient donc les Nubiens à fomenter un complot contre l'Égypte et pour anéantir Kamosis.
Pour donner une image, c'est comme si le Canada et le Mexique convoitaient les États-Unis et étaient en train, ou tout du moins prévoyaient, de les envahir. Kamosis comprit qu'il était temps de prendre les armes. Les Hyksos étaient loin d'être sous-développés. Ils venaient du Levant, qui comptait déjà des villes fortifiées. Ils avaient un arsenal militaire bien plus avancé que les Égyptiens. C'était un peuple guerrier. Ahmosis n'était pas encore en âge de se mêler des affaires de l'État, à l'époque où son frère, Kamosis, se préparait pour le combat. Kamosis et Ahmosis allaient devenir les grands libérateurs. C'est eux qui rendirent possible la plus grande période de l'histoire de l'Égypte. À 20 ans, Kamosis envoya ses troupes vers le nord, sur le territoire Hyksos. Ma puissante armée partit devant moi à la vitesse d'un cheval au galop. Kamosis et ses hommes arrivèrent aux portes d'une ville fortifiée tenue par les Hyksos. Le prince se retrouva nez à nez avec son adversaire. Aux premières lueurs du jour, j'ai fondu sur l'ennemi tel un faucon. J'avais le souffle court. Le combat était gagné d'avance. J'ai démoli sa défense et décimé son armée. Kamosis se remémora la prise de la ville avec une joie non dissimulée. Mes soldats étaient comme des lions autour d'un cadavre. Ils emportèrent du bétail, des esclaves, du vin, de la graisse et du miel. Et ils se partagèrent allègrement le butin. L'armée égyptienne se dirigea alors vers son dernier objectif, Avaris, la capitale Hyksos. Kamosis était certain de sa victoire. Il méprisait le roi des Hyksos et il s'est mis à lui crier qu'il n'était qu'un lâche et qu'il allait le battre. Mais Kamosis n'a pas saccagé la ville. Aucun texte ne précise ce qui s'est passé. On sait cependant qu'il est mort juste avant de chasser les Hyksos d'Égypte. Tous les espoirs du pays reposèrent alors sur les épaules de son frère Ahmosis, âgé de 10 ans. Bien que sa mère ait perdu son mari et son fils aîné dans la lutte contre l'envahisseur, elle incita Ahmosis à continuer cette guerre de libération. Ahmosis a appris l'art de la guerre. Sa mère et les courtisans l'ont entraîné à devenir un chef militaire. Il ne lui restait plus qu'à suivre l'exemple de Kamosis. Il fallait qu'il réussisse non seulement pour lui, mais pour l'ensemble de la nation. Après 10 ans de préparation, Ahmosis était prêt à défier les Hyksos. Ce serait l'épreuve de sa vie. Les conséquences seraient déterminantes pour l'histoire de l'Égypte. Un seul témoignage de ce moment critique nous est parvenu. Il a été retrouvé dans la tombe d'un soldat d'Ahmosis. Ce qui est écrit sur les murs de sa tombe, à savoir la description de son rôle dans la lutte contre les Hyksos, est le seul document relatant cette bataille qui fut décisive pour sauver l'Égypte. Laissez-moi vous parler des honneurs que j'ai reçus et de l'or dont on m'a décoré. Pendant le siège d'Avaris, le roi a remarqué la bravoure avec laquelle je me battais à pied et il m'a offert une promotion. Nous avons pris Avaris. J'y ai capturé 4 personnes, un homme,
et 3 femmes que Sa Majesté m'a permis de garder comme esclaves. Ces quelques mots d'un vieil homme sont le seul témoignage de la défaite historique des Hyksos. Ahmosis rentra victorieux à Thèbes. Il présenta sa hache cérémoniale à sa mère en symbole de sa grande victoire. Il avait enfin achevé le travail que son frère et son père avaient commencé. Il a réussi à chasser les Hyksos. Son père, son grand-père et son frère avaient échoué. Mais lui a réussi à les faire sortir d'Égypte. Ahmosis n'était plus seulement le roi de Thèbes, il devint le pharaon de l'Égypte réunifiée. Cet événement marqua un moment crucial, synonyme de renouveau. L'Égypte retrouva son identité de pays unifié sous la loi d'un seul roi, un seul pharaon. Ce fut un moment très fécond, une renaissance. C'est en moins 1520 environ que date le début de ce nouvel empire. Ahmosis attribua ses victoires à une seule source, le dieu Amon-Ré, un dieu mystérieux dont le nom signifie « celui qui est caché ». C'est dans les recoins les plus sombres du temple de Thèbes que ce dieu s'adressa à Ahmosis. « Oh, mon fils Ahmosis, je suis le Père. J'ai semé la terreur au nord des terres, jusqu'à Avaris, et les Hyksos ont trépassé sous mes pieds. » Les Égyptiens étaient si admiratifs de la victoire d'Ahmosis que le pharaon lui-même fut vénéré tel un dieu. Ahmosis était un héros. Tout le monde lui souriait, criait son nom. On lui a construit des chapelles et on demandait à Dieu de le protéger car lui aussi était un dieu. Mais Ahmosis ambitionnait bien plus que l'unification de l'Égypte. Il voulait de l'or, afin de faire de son pays une nation puissante. Il se dirigea vers le sud avec son armée pour entrer en Nubie. Certaines des mines d'or les plus foisonnantes de l'Antiquité étaient contrôlées par le puissant roi de Nubie depuis la capitale de Kerma. Ahmosis avait vaincu les Nubiens en quelques batailles. Son jeune frère fut lui aussi victorieux. Après 25 ans de règne, Ahmosis mourut, mais son héritage prospéra longtemps, et plus aucun étranger ne gouverna le pays. Il avait repoussé les frontières de l'Égypte au-delà du désert du Sinaï, au nord, et jusque sur les terres nubiennes, au sud. Le pharaon guerrier avait posé la première pierre d'un empire. La lumière éclairait à nouveau le pays. Le soleil brillait à nouveau. Le temps des pyramides était de retour. La gloire de l'Égypte renaissait, si bien qu'on parle parfois d'âge d'or. Ahmosis passa sa vie à construire la paix pour son pays. L'Égypte pouvait enfin être reconstruite et Thèbes, la capitale religieuse, pouvait s'épanouir. Un pharaon en particulier, Hatshepsut, transforma la ville en bâtissant de magnifiques temples ainsi que des édifices nouveaux et surprenants, les obélisques. Pesant plus de 300 tonnes et mesurant 30 mètres, ils étaient taillés d'un seul bloc dans le granit. La construction de ces tours de pierre était une performance qui fait encore rêver les ingénieurs de nos jours. Les obélisques restent les monuments typiques du Nouvel Empire. Audacieux et innovants, ils n'ont cessé depuis d'être une source d'inspiration. Mais les conditions de leur création ont toujours été mystérieuses. Pendant des années, les archéologues savaient qu'ils avaient été érigés sous le règne d'Hatshepsut.
Pourtant, son nom ne figurait pas sur la liste des rois inscrite sur les murs du temple et qui servait de registre officiel. C'est comme si Hatshepsut n'avait jamais existé. L'énigme resta entière pendant 3000 ans. En 1903, l'archéologue britannique Howard Carter était en train de fouiller une tombe de la vallée des rois. En retournant le sable, il trouva une tombe qui portait le nom d'Hatshepsut. Ce remarquable pharaon avait été effacé des documents historiques pour la simple et bonne raison qu'il s'agissait d'une femme. Dans sa jeunesse, Hatshepsut avait été une reine ordinaire. À la mort de son mari, le fils de ce dernier monta sur le trône. Mais Thoutmôsis était encore trop jeune pour régner seul. Il partagea alors le pouvoir avec Hatshepsut, qui devint co-régente, puis régente. Cela n'avait rien d'exceptionnel. Ce qui choqua fut la suite, quand Hatshepsut s'autoproclama pharaon. Hatshepsut devait être une femme extraordinaire. C'était le plus grand monarque de son époque. L'héritier du trône, Thoutmôsis III, n'était encore qu'un petit enfant, donc elle a agi par elle-même. De régente, elle s'est proclamée non pas reine, mais roi d'Égypte. A-t-elle été poussée par l'ambition ou a-t-elle senti qu'il s'agissait du bon moment sur un plan politique? Elle a saisi sa chance. Elle avait aussi un désir de pouvoir. Il lui a semblé que ce système de régence pouvait évoluer vers les pleins pouvoirs, ce que son statut de femme mûre et noble rendait possible. Seules 2 femmes avaient été pharaons avant Hatshepsut, et aucune des 2 n'avait régné très longtemps. Mais cela ne la découragea pas. Elle croyait pouvoir faire accepter aux Égyptiens d'être gouvernés par une femme. Après tout, les femmes étaient très bien considérées dans ce pays, comparées aux autres sociétés de l'époque, comme nous l'apprennent ces documents historiques. Par ce testament, je lègue à ma femme toutes les propriétés dont j'ai hérité. À la maison, ne contredis pas ta femme, puisque c'est elle qui commande. Ne dis jamais « trouve-moi telle chose », alors qu'elle l'a rangée à sa place. Si tu apprécies ses qualités, garde les yeux ouverts et la bouche fermée. Dans l'Antiquité, une femme avait tout intérêt à être égyptienne. Mais il lui était tout de même difficile de s'émanciper et d'avoir une carrière, car c'était un monde masculin. Les Égyptiennes étaient des sortes de femmes au foyer, mais pas Hatshepsut. Malgré les droits dont jouissaient les femmes à l'époque, les Égyptiens acceptaient mal que le pharaon puisse être une femme. C'était contre l'ordre naturel des choses. Cette idée découlait d'un concept général que les Égyptiens appelaient Ma'at. Ma'at, c'est l'ordre du cosmos, la structure de l'univers. Cette notion définit entre autres la place de l'Égypte dans le cosmos et les relations avec les étrangers. Les étrangers sont inférieurs, l'Égypte est supérieure et dominante, et le roi doit être un homme. Elle savait qu'elle n'en avait pas le droit et que les Égyptiens ne l'accepteraient pas. Le besoin de légitimité est une dimension importante du règne d'Hatshepsut. Elle fit tout d'abord appel à ses ancêtres et ne manqua pas de souligner qu'elle était fille de roi. On peut la comparer à Élisabeth Ier. La relation avec son père l'a beaucoup marquée. C'était une femme, sa légitimité n'était pas évidente, mais elle n'en demeurait pas moins la fille de Thoutmôsis Ier. La reine Élisabeth recevait les officiels sous un portrait d'Henri VIII. Le message était le même, je suis la fille de mon père. Hatshepsut affirma même que des paroles sorties de la bouche de son père défunt confirmaient qu'il l'avait publiquement désignée pour prendre la relève.
Voici ma fille, Hatshepsut, que je nomme pour me succéder. Elle seule prendra place sur le trône royal. Écoutez ses ordres et obéissez-lui en tout point. Elle alla même plus loin. Sur les murs de son temple, elle fit graver un récit selon lequel le dieu Amon aurait pris les traits de son père pour s'accoupler avec sa mère. Hatshepsut n'était donc pas seulement la fille d'un roi, mais aussi celle d'un dieu. Elle ne manquait pas de faire décrire sa propre beauté avec beaucoup de sensualité. Son corps était parfumé avec les encens les plus délicats. Son odeur était divine et envoûtante. Sa peau brillait comme les étoiles. Rien n'était plus beau qu'elle. Mais Hatshepsut était pharaon, et le pharaon devait être un homme. Elle se fit donc décrire avec un corps masculin, une jupe d'homme et la fameuse barbe des pharaons. Hatshepsut devait aussi être très vigilante dans le choix de ses courtisans. C'était une femme qui voulait devenir roi. Elle avait hérité de la cour de son père, mais elle a remplacé tous les courtisans par des gens de son choix. C'était leur intérêt d'être en bon terme avec leurs supérieurs, même s'il s'agissait d'une femme. Ils savaient qu'ils devaient la suivre. L'un de ses courtisans préférés s'appelait Senenmut. Simple militaire au départ, son ascension sociale a été très rapide, ce qui n'a pas manqué d'alimenter les rumeurs sur sa relation avec Hatshepsut. De fonctionnaire de l'armée, Senenmut a été promu intendant royal. Hatshepsut en fit même le précepteur de sa fille. Mais c'est en tant qu'architecte en chef qu'il joua le plus grand rôle auprès du pharaon. C'est lui, par exemple, qui fit ériger les obélisques géants d'Hatshepsut. Elle lui confia ensuite son projet le plus ambitieux, la construction de son temple funéraire. Ce temple fut le dernier effort d'Hatshepsut pour se montrer digne du titre de pharaon. Il s'agit de l'un des monuments les plus somptueux de l'Antiquité, Der el-Bahari. Sous le grand temple, une tombe supplémentaire a été creusée à même la roche. À mi-parcours du couloir se trouve le portrait de son propriétaire et le nom de Senenmut figure juste à côté. Il se peut que la proximité avec le temple d'Hatshepsut soit juste une forme de récompense envers un architecte loyal. Mais elle révèle peut-être l'intimité qu'il y ait Hatshepsut à son favori. À l'époque, on a pensé qu'il était son amant. Sur une tombe du temple de Der el-Bahari, on a trouvé des graffitis qui vont dans ce sens. C'est un problème qu'ont toutes les femmes de pouvoir. On tient souvent des propos sexistes à leur égard. Je pense que c'était faux. Cela aurait été trop dangereux pour Senenmut. Ils ont dû se respecter mutuellement, mais sans franchir les limites du respect. Si l'intérieur du temple renfermait des secrets, ses murs extérieurs étaient des supports de propagande vantant la personnalité du monarque. Des frises sculptées louent ainsi l'ultime exploit du règne d'Hatshepsut. Il s'agit d'une aventure militaire peu commune. Chaque pharaon était censé faire ses preuves sur le champ de bataille. Mais l'armée d'Hatshepsut était sous le contrôle du fils de son mari, Thoutmôsis. Thoutmôsis avait bien conscience que sa place était sur le trône. Comme Élisabeth Ier, son problème était son manque de confiance en l'armée.
Si Hatshepsut envoie agrandir l'Empire, en cas d'échec, c'est elle qui sera désavouée et perdra sa place. Mais si l'armée gagne, les généraux s'empresseront de revendiquer la victoire en disant qu'ils n'ont pas besoin de la reine. Voilà pourquoi Thoutmôsis et son armée étaient une source de tracas pour Hatshepsut. Hatshepsut pensa à un projet ingénieux qui permettrait à Thoutmôsis et à son armée d'être occupés et dont l'image du pharaon ressortirait grandie. Elle demanda à ses soldats de se préparer pour une expédition commerciale sur des terres qu'aucun Égyptien n'avait foulées depuis plus de 500 ans, les terres de Punt. Thoutmôsis la laisserait ainsi tranquille et Hatshepsut pourrait se fournir en produits exotiques, notamment en encens. L'encens comptait beaucoup dans le commerce extérieur du pays. Les Égyptiens en raffolaient. L'élite en parfumait ses maisons. Plus important encore, quand on brûlait de l'encens dans un temple, le dieu ou la déesse s'incarnait dans la fumée. C'est l'odeur même du dieu qu'on respirait alors. Dans la 9e année de son règne, le pharaon lança l'expédition vers Punt, une quête des plus rares trésors de l'Antiquité. Ce voyage avait un but politique. C'était une grande mise en scène, de la propagande, pour montrer qu'Hatshepsut pouvait offrir de l'exotique, du divin, de l'extraordinaire. Cela crée aussi de l'occupation pour une armée désœuvrée. C'est un événement qu'un soldat pouvait raconter à ses petits-enfants. Il pouvait dire « j'y étais ». C'était sous le règne de la grande Hatshepsut. Les inscriptions du temple d'Hatshepsut affirment que l'opération a été un immense succès. Les bas-reliefs décrivent les trésors exotiques que les soldats ont rapportés. Les voici de retour avec des objets étonnants. Des arbres gorgés d'encens, de l'ébène, du précieux ivoire, des babouins, des singes et des chiens, d'innombrables peaux de léopard et même des esclaves et des enfants. Rien de tel n'est jamais arrivé sous aucun autre roi d'Égypte. Les scribes qui accompagnaient l'armée notaient méticuleusement les merveilles de ce pays exotique. Des maisons surélevées, des girafes et d'étranges arbres tropicaux. Au milieu des descriptions de la faune et de la flore, la reine de Punt était dépeinte comme une femme immense et obèse. Ces dessins sont considérés comme les premières études anthropologiques de l'histoire. L'expédition vers Punt fit plus que légitimer la position d'Hatshepsut comme pharaon. Elle lui permit d'entrer dans la légende et fit d'elle le pharaon qui ouvrit l'Égypte au-delà de ses frontières sur des terres étrangères. Le royaume s'est énormément enrichi et s'est renforcé. Elle avait une vraie vision d'ensemble. Ce fut un grand règne. Après 22 ans à la tête du pays, Hatshepsut mourut. Elle espérait que les obélisques qui dominaient Karnak rappelleraient éternellement au monde sa grandeur. Mais elle avait usurpé son titre de pharaon aux dépens de Thoutmôsis, le fils de son mari. Le jeune homme était décidé à le lui faire payer. Thoutmôsis III, l'héritier de la couronne, avait 25 ans quand il réclama son héritage. Amon ouvrit les portes et je me suis envolé vers le ciel tel un aigle divin. Il m'a donné sa force et son pouvoir. Thoutmôsis se plaça rapidement dans la lignée des pharaons guerriers Ahmosis et Kamosis. Ce fut comme si sa belle-mère n'avait jamais régné. Thoutmôsis en fit son affaire. Il ordonna de maçonner les obélisques et d'effacer les noms et les représentations d'Hatshepsut dans toute l'Égypte. Il ne voulait pas qu'on se souvienne d'elle.
Elle n'était qu'une parenthèse dans l'histoire de l'Égypte impériale. Même le magnifique temple d'Hatchepsout fut défiguré. Tout redémarrait comme lors de la construction, mais à l'envers. On installait des échafaudages. Des centaines d'artisans s'affairaient et tailladaient les murs. La destruction de l'image royale d'Hatchepsout était devenue une tâche administrative de premier ordre. Or, on sait à quel point les Égyptiens adoraient l'administration. Cela a dû être l'un des moments forts de la carrière de Thoutmôsis. Toute trace du règne d'Hatchepsout fut supprimée. Effacer l'image de quelqu'un sur son monument funéraire, c'est l'empêcher de vivre dans l'au-delà. Pour un Égyptien, de sang royal ou non, c'est un désastre absolu. Défigurer un monument de cette façon prive son propriétaire de la vie éternelle. Une fois son nom retiré d'Égypte et des listes des rois, c'est comme si Hatshepsut n'avait jamais existé. À la mort d'un pharaon, les nations voisines en profitaient toujours pour tester la détermination de son successeur. Une coalition de princes du Proche-Orient se dirigea vers le sud et se donna rendez-vous dans la ville de Megiddo. Ils avaient pour intention de menacer le commerce et l'influence de l'Égypte sur la région. Ils avaient misé sur la faiblesse de Thoutmôsis et s'étaient trompés. Thoutmôsis attendait ce moment depuis 20 ans. Il décida non seulement de repousser ses chefs guerriers, mais aussi de s'emparer de leur pays. Il projeta de faire ce dont aucun pharaon n'avait rêvé avant lui, construire un empire. Sa stratégie était de pilonner l'ennemi. Il avait compris que pour construire un empire méditerranéen solide, il faudrait déployer un gros effort militaire. De nombreuses campagnes seraient nécessaires et il les a menées. Thoutmôsis lança une grande opération de recrutement militaire. Les soldats étaient volontaires ou engagés de force. Il fallait les équiper. Il y avait de grandes armureries remplies de boucliers et de tout ce dont on avait besoin. Chaque soldat reçut son matériel. Les 4 grandes divisions de la puissante armée égyptienne se dirigèrent enfin vers le nord à travers le désert aride du Sinaï. Elles avaient pour objectif d'atteindre la côte méditerranéenne. Les Égyptiens étaient très impressionnants. Les généraux tenaient à ce que l'avancée de leurs troupes ait un grand impact visuel, essentiellement pour épater l'ennemi. L'adversaire se demandait à quoi ressemblait cette armée. Était-elle éparpillée ou organisée? Il était important que les soldats aient conscience de former un corps d'armée. Une entité organisée, avançant avec entrain. 20 000 hommes marchèrent vers Megiddo, conduits par Thoutmôsis III en personne. Chaque soir au camp, les scribes du pharaon notaient les derniers événements survenus. Ils ont été les premiers correspondants de guerre de l'histoire. Les scribes tenaient un journal et rapportaient tout ce qui s'était passé. L'heure du départ, l'heure de l'installation du camp, le nombre de soldats, la quantité de nourriture nécessaire, bref, le quotidien de l'armée. 25e jour du 4e mois de l'hiver. Sa Majesté a dépassé la forteresse de Sil dans le cadre de sa première campagne victorieuse contre le peuple qui s'en est pris aux frontières de l'Égypte. Une fois les scribes rentrés, leur récit était recopié sur les murs du temple de Karnak. Les visages des étrangers portent le nom des villes conquises par Thoutmôsis. C'est ici que le nom d'Israël
est apparu pour la toute première fois. Les journaux des scribes nous apprennent aussi à quoi ressemblait la vie d'un soldat du pharaon il y a 3000 ans. Les arbres sous lesquels je dors ne portent rien de comestible. Les mouches du désert me piquent et me sucent le sang. Je boite comme un éclopé, car je ne me déplace qu'à pied. Dites à Amon de me faire sortir de ce lieu infernal où on m'a abandonné. Thoutmôsis et ses soldats finirent par atteindre leur cible. Au-delà du camp, derrière la montagne, se trouvait Megiddo. C'était la ville du Levant où tous les princes de la région s'étaient retrouvés. Si l'armée réussissait à en conquérir la forteresse, la prise de l'ensemble de la région était acquise. Thoutmôsis III a dit que prendre Megiddo revenait à prendre 1000 cités. Le 16e jour du premier mois de l'été, en l'an 1456 avant Jésus-Christ, le jeune pharaon âgé de 25 ans grimpa sur le mont Carmel et se trouva face à un dilemme stratégique. La forteresse de Megiddo était devant lui. 3 chemins y menaient, dont 2 itinéraires longs mais sans obstacle. Le 3e était plus court, mais aussi plus dangereux, obligeant l'armée de Thoutmôsis à marcher en file indienne. Le pharaon convoqua un conseil de guerre. Il se rappela par la suite que ses généraux l'avaient découragé d'emprunter le chemin dangereux. Ils dirent à Sa Majesté: « Pourquoi prendre cette route étroite, puisqu'on sait que l'ennemi nous attend au bout? Il y a 2 autres chemins. N'empruntons pas le plus périlleux. » C'est le jeune pharaon qui eut le dernier mot. De sa décision dépendait la vie ou la mort de ses généraux et de ses soldats. L'ennemi s'attendait à ce que Thoutmôsis arrive par la route la plus sûre, et il montait la garde. Il ne pensait pas qu'il viendrait par la gauche, par cette route particulièrement étroite. Mais Thoutmôsis sentait qu'il s'agissait du chemin de la victoire. Comme le pharaon l'avait prévu, les premiers soldats égyptiens pénétrèrent sur les terres étrangères, créant la panique à Megiddo. L'armée ennemie se précipita hors de la ville pour faire cesser l'avancée des Égyptiens. Ils étaient au milieu du vacarme et de la poussière, de la puanteur et des hennissements des chevaux. Ils formaient une mêlée dans une poussière aveuglante. Les ennemis surgissaient de face, tout aussi effrayés et déterminés que les Égyptiens. Sa Majesté se mit en route dans son char d'électrum. Le pharaon portait ses habits de guerre et était aussi bien armé que le dieu Horus. Son père, Amon, donnait la force qu'il fallait à son bras. Les Égyptiens obligèrent leurs ennemis à se retrancher dans la forteresse. Les rois rejoignirent Megiddo au galop et abandonnèrent leurs magnifiques chars dorés et argentés, car la cité avait fermé ses portes. Elle n'allait pas les rouvrir tant que les Égyptiens seraient là. Les princes durent se réfugier en haut des remparts, vêtus comme des gens du peuple. C'était la déroute. L'adversaire s'effondrait sous l'attaque égyptienne. Alors que Thoutmôsis était sur le point de vaincre, ses plans furent compromis. Il voulait que son armée continue d'aller vers la ville et la prenne. Mais elle s'est arrêtée dans un camp ennemi pour dépouiller les soldats morts. Thoutmôsis ne parvint pas à l'en dissuader.
On ne comptait pas les victimes par le nombre de têtes comme dans l'Ancien Empire, mais par le nombre de mains sectionnées et rassemblées en un monticule. En pillant le camp, l'armée de Thoutmôsis avait laissé le temps à son adversaire de regagner la forteresse. Les Égyptiens n'avaient plus qu'à l'encercler et à attendre. Thoutmôsis n'eut pas à attaquer la ville. En l'encerclant, il signifia qu'il voulait en affamer les occupants plutôt que de leur livrer bataille brutalement. Pendant 7 mois, alors que les princes de Megiddo mouraient peu à peu de faim, l'armée de Thoutmôsis s'attaquait à la campagne environnante. L'ennemi finit par se rendre. Des centaines d'années plus tard, l'auteur du livre des Révélations situa la bataille du jugement dernier à Megiddo. Il l'appela Armageddon. Le pharaon victorieux rentra à Thèbes. Megiddo et toutes ses richesses lui appartenaient. Sur les murs du temple de Karnak, les scribes firent l'inventaire de l'impressionnant butin. Prisonniers vivants, 340. Chars de la misérable armée, 892. Vaches, 1929. Esclaves femmes, hommes et enfants, 1796. Cannes ornées de têtes humaines, 3. Tout ce qui avait été rapporté fit de Thèbes l'une des plus grandes cités de l'Antiquité. Le pharaon eut même l'excellente idée de ramener les enfants des princes vaincus afin de les endoctriner et de les faire vivre à l'égyptienne. Ils ont été éduqués dans une école égyptienne et ont appris la langue. C'est comme ce que les Britanniques ont fait en Inde quand ils sont revenus en Grande-Bretagne avec les enfants des Maharajas pour qu'ils y étudient. Les princes sont donc devenus partiellement égyptiens. Mais ces enfants devaient suivre la carrière de leur père. Ils les remplacèrent donc quand les princes furent trop vieux pour régner. Mais ils se comportaient presque comme des Égyptiens. En Nubie, Thoutmôsis alla plus loin encore. Il nomma un vice-roi appelé inspecteur des pays de l'or. Son rôle était de faire régner l'ordre autour des mines afin que le pharaon dispose de tout ce qu'il voulait pour gouverner. Thoutmôsis III a fondé cet empire et en a fait un empire de premier ordre. Il lui a donné tout ce qui a fait sa force. Il l'a aidé à contrôler le sud, vers la 6e cataracte, mais aussi l'Est, la Syrie, la Palestine et une partie de l'Irak. Tout était gouverné depuis Thèbes par Thoutmôsis. Pour toutes ces victoires, Thoutmôsis remercia un seul dieu, Amon-Ré. La première chose qu'il fit en rentrant de Megiddo fut très solennelle. Il se rendit au sanctuaire et fit des offrandes à son Dieu, celui qui lui avait accordé un empire. Thoutmôsis raconta que Dieu lui avait parlé. Je t'ai donné de la bravoure pour vaincre partout. Je t'ai donné la force. Je t'ai permis d'être craint pour que tu gouvernes les hommes à tout jamais. En reculant, le pharaon a jeté du sable pour effacer ses empreintes et s'assurer que personne d'autre n'entre en contact avec le dieu. Thoutmôsis est retourné au grand jour avec la bénédiction d'Amon pour son nouvel empire. À peine 100 ans plus tôt, l'Égypte avait été sur le point de disparaître. À la fin du règne de Thoutmôsis, l'Égypte contrôlait la Nubie, les côtes syriennes et libanaises et une partie d'Israël et de la Palestine. Les Égyptiens possédaient des terres qu'ils n'auraient jamais pensé atteindre auparavant.
C'était un empire énorme, le plus vaste qui ait jamais été conquis et dirigé par un seul roi. Toute la richesse de la planète finissait en Égypte, entre les mains du roi. C'était l'homme le plus riche du monde à l'époque, le souverain du plus grand des empires. C'était tout nouveau. La première tentative pour rassembler des nations de différentes croyances, traditions et langues. Cette idée n'avait jamais été mise en pratique. L'Empire égyptien était né. La question était, que va faire le pharaon de l'Empire d'or ?